tout le monde savait très bien, nous on ne le sait plus tellement, mais Eisenstein le savait, tous les Russes le savaient, que ce massacre n'a jamais eu lieu sur ces escaliers. Jamais. C'est quand il a vu les escaliers, il a dit « Oh là là, quel endroit génial, on va faire le massacre ici ». Mais le massacre d'Odessa n'avait pas eu lieu là. Simplement, maintenant, ce massacre sur les escaliers, il est resté tellement dans les mémoires que, dans une sorte d'après-coup, il est indissociable de ce massacre. D'où ces reprises dans Le fond de l'air est rouge de Chris Marker, ou la reprise aussi de cette scène d'escalier dans ce film sublime qui s'appelle Soy Cuba de Kalatozov, où il y a toute une manifestation à l'époque de la dictature cubaine, une manifestation qui a lieu sur un escalier. L'autre scène fameuse, et là, Eisenstein était très fier de ça. Il dit dans ses mémoires qu'il a parlé avec un vétéran qui avait survécu à cette mutinerie du Potemkin. Et le vétéran disait « Ah oui, ce qu'on appelle le prélar, c'est-à-dire cette bâche. On met les soldats sous une bâche et l'officier menace de tirer dedans. » Et le vétéran disait « Ah oui, je me souviens très bien, oui, qu'est-ce qu'on avait peur, etc. » Mais Eisenstein l'a complètement inventé. Cette scène de la bâche a été inventée. Et donc, Eisenstein note ce paradoxe en commentant ainsi « La scène est restée dans le film, elle est devenue la chair et le sang de l'histoire. » Il est quelque part entre une inexactitude historique, parce que si vous racontez la mutinerie du Potemkin comme une victoire, c'est une erreur. Ce ne fut pas une victoire. À la fin, ils vont au bagne, ils se font fusiller. Donc ce n'est pas une victoire. Mais c'est un échec traité victorieusement. Alors c'est une victoire ou c'est une défaite? Voilà comment il pose déjà la question. Nous connaissons le destin ultérieur du cuirassé de l'histoire. Il fut arrêté à Constanza, puis retourné au gouvernement tsariste. Seule une partie des matelots se sauvèrent. Mais Matyutchenko, tombé aux mains des bourreaux tsaristes, fut exécuté. Matyutchenko, c'est le meneur en quelque sorte des marins, des mutins du Potemkin. Donc il finit fusillé. Toutefois, continue Eisenstein, il est juste que ce soit précisément par une victoire que s'achève le final du destin de l'héritier cinématographique, donc du cuirassé historique. Donc le cuirassé historique a un héritier cinématographique. Pour lui, son film, c'est un bateau. C'est un autre genre de bateau. Car c'est exactement ainsi que la révolution de l'année 1905, elle-même noyée dans le sang, figure dans les annales de l'histoire des révolutions, avant tout comme événement objectivement et historiquement victorieux en tant que grand précurseur de la révolution d'octobre. Et à travers cette image d'une défaite traitée en victoire, transparaît dans tout son pathétique, le rôle des grands événements de l'année 1905, parmi lesquels les événements historiques sur le Potemkin ne sont pas davantage qu'un épisode partiel dans lequel se reflète la grandeur du tout. Ce qui était très intéressant, c'est de voir que Eisenstein partage avec ses commanditaires et beaucoup de Russes à l'époque l'idée que 1905, c'est ce qui a permis 1917. Donc c'est une prémisse, c'est un premier pas. Mais en même temps, ce qu'il dit de plus là dans ce texte, c'est que ce qui permet de comprendre ce premier pas, c'est le pathétique. Comment meurt un homme? Puis comment s'émeut un peuple devant une telle mort? Puis comment ce peuple passe à l'émeute
contre l'autorité de tout le gouvernement, des oppresseurs en général, etc. Et toute la scène de la lamentation, elle décrit ce processus. Et enfin, au-delà de la scène de lamentation, comment le peuple lui-même meurt sous les balles d'une armée impersonnelle, comme sous les coups de sabre d'un escadron de Cosaques absolument féroce. C'est donc la grande scène du massacre sur l'escalier d'Odessa. Donc la scène de lamentation du Potemkin n'intervient pas seulement après une mort. Évidemment, une lamentation, ça vient après une mort. Dans le film d'Eisenstein, c'est une lamentation qui intervient entre deux morts. Les gens qui ont été proches d'Eisenstein, comme Léon Moussinac, français, dans sa monographie sur Eisenstein, Moussinac a publié quelque chose qu'on appelle une liste montage. En fait, c'est une sorte de découpage, de script, si vous voulez, qu'on a trouvé dans les collections de la Cinémathèque royale de Belgique. Alors, c'est pas une liste montage définitive, ça correspond pas point par point à ce qu'on voit dans le film. Il faudrait... Donc, je ne suis pas allé dans cette cinémathèque, donc je ne sais pas grand-chose sur la date exacte de cette liste montage, mais elle est très très belle dans son côté qui est à la fois sténographique et poétique, dans la façon dont Eisenstein a construit cette scène de deuil, tant en gros plan, plan général, jeté vide avec tente, fondu, bras croisés avec cierge, sous le drapeau, nuit, tête, cierge en gros plan, ruban deuil. C'est très beau, hein? Deux femmes à genoux. Texte de la proclamation, c'est la proclamation du matelot, qui sera lu par le matelot. Groupe de gens regardant avec recueillement, ils mettent des pièces de monnaie dans un bonnet intellectuel. Donc on sait très bien qui c'est. C'est les gens, c'est les noms des figurants. Deux femmes chantent, trois ouvriers chantent, une femme chante, deux femmes se frappent le front, une se lamente, un ouvrier chante, des ouvriers chantent, des chaînes glissent. Tête de Vakulinchuk. Très très beau. Une tête se penche, aucune indication, saccade du rameur, la bouche s'ouvre. Des femmes se prosternent, une femme lève la tête, gros plan. Une oratrice parle avec véhémence à mi-corps, et cette oratrice, je vous en parlerai beaucoup une prochaine fois. Point, dents serrées, déchirure du col à une chemise. Une vieille femme essuie des larmes ardemment. Forêt de poings. Le visage de la vieille s'empourpre. C'est fantastique, hein, un film en noir et blanc. Oui. Voilà, à la fin, ovation générale. L'orateur Feldman avance, il parle, gros plan, ovation générale. Comment on fait pour faire du pathos quelque chose qui soit une praxis, hein, c'est-à-dire de quelque chose de subi, quelque chose en acte. On va essayer de le comprendre sous toutes les faces, si possible. Comment mettre en scène le pathos en tant que dialectique et pas seulement en tant que chose unilatéralement subie. C'est tout ce que ce séminaire voudrait essayer de montrer. Ouais. Donc, scène avec la bâche, soulèvement, c'est-à-dire on les recouvre. Pourquoi on les recouvre? C'est pour qu'ils se soulèvent mieux. C'est un procédé de composition poético-narratif. Il a inventé cette bâche qui lui vient de souvenirs d'autres choses, je vous en parlerai, mais c'est aussi parce que avec ça, le soulèvement s'indique de façon beaucoup plus énergique. Dès que les premiers spectateurs du film Le Potemkin ont vu le film, dans les années 20, ce qui les a le plus frappés, en fait,
c'est le phénomène de l'émotion collective. C'est comme si Eisenstein avait introduit, peu importe qu'il en soit le créateur ou pas, c'est pas du tout la question, mais il a fortement introduit dans la notion politique des masses, des peuples, dans la représentation de leur effectivité historique, il a introduit l'élément absolument corporel et intime des émotions. Par exemple, montrer en gros plan comment une femme qui pleure porte la main vers sa joue, tout simplement. Ça, il prend le temps de le faire, ce qui est admirable. Dans le contraste, là, du coup, pas la contrariété, mais le contraste avec les plans plus généraux. Il s'attachait à Eisenstein à mettre sans dessus-dessous toutes les conventions par lesquelles le cinéma et le théâtre avant lui représentaient traditionnellement les émotions d'un protagoniste. C'est-à-dire, ah, je suis triste, ah, aïe, aïe, aïe. Et puis voilà, sur une scène d'opéra ou de théâtre, c'est l'expression pure et simple du moi du protagoniste. J'ai hésité à prendre le temps, mais je ne vais pas le faire en fait. Revoyez ce film magnifique de Griffith, Les deux orphelines. Donc évidemment, Griffith est toujours à l'horizon d'Eisenstein. Vous avez Liliane Gish, d'ailleurs c'est à l'époque de la Révolution, ça se passe à l'époque de la Révolution, mais française. Et vous avez une gentille petite jeune fille toute jolie comme ça qui se trouve au milieu de très méchants et très sadiens et horribles, pervers aristocrates, si je me souviens bien. Ce qui se passe, c'est que quand l'émotion, par exemple la peur de Liliane Gish, apparaît dans le film, c'est-à-dire par l'entremise du gros plan, dont on dit que c'est lui, Griffith, qui l'a inventé. Donc tout à coup, on voit un gros plan sur le visage de Liliane Gish dans ce contexte d'une histoire où elle est donc atteinte par une très forte émotion. À ce moment-là, on comprend très bien que le gros plan, aussi bien que l'émotion, ça sert à isoler le sujet de toute la société qui l'entoure. Le gros plan est un opérateur de solitude absolue dans ce film. Et en général, quand on voit Liliane Gish émue, elle est complètement... Le monde entier est contre elle. Eh bien ici, c'est exactement l'inverse, tout simplement. C'est-à-dire que le gros plan ne sert pas à isoler cette femme des autres, c'est le contraire. C'est pour ça que le montage est si magistral chez Eisenstein, bien plus que chez Griffith. Parce que justement, un gros plan relativement mal monté, ça isole du plan général, c'est-à-dire ça isole du groupe des gens, ça isole de la société. Mais si vous voulez faire un gros plan pour montrer une intimité qui est en accord avec la communauté autour, là, vous devez être très très fort. Parce que normalement, un gros plan isole. Donc là, il crée des gros plans qui font le lien. C'est magnifique. Donc là, c'est l'inverse qui est vrai entre, disons, de Griffith à Eisenstein. Une même composition de l'image va permettre de voir dans Potemkin et l'intimité d'un sentiment de douleur, de recueillement, et la collectivité de cette même émotion en tant qu'elle crée l'espace d'un nous, l'espace d'une communauté en rapprochant les individus entre eux.
Dans ce montage, les émotions circulent de façon libre, depuis l'approche la plus délicate des individus jusqu'à la perspective qui est tour à tour réaliste, la foule autour de la tente, hein, et fantastique, des attroupements, des processions, et puis finalement des paniques de foule. C'est déjà quelque chose qu'on pourrait appeler, et bien sûr là je me réserve, on va procéder lentement, je préciserai plus tard ce que philosophiquement, très précisément, recouvre ce vocabulaire, je veux dire la dialectique. Parce qu'en fait, Eisenstein parle de dialectique, j'allais dire comme tout le monde, c'est-à-dire d'un côté comme Marx, Engels, Hegel, Lénine, etc. Mais il en parle aussi comme tout le monde, c'est-à-dire comme Bataille, Benjamin, Raoul Haussmann, et c'est pas du tout pareil. Alors comment il en parle? Donc ça, on va consacrer de longs développements plus tard à cette question. Mais on sent déjà quand même là, dans ces simples photogrammes ou vidéogrammes que je vous montre, on sent bien déjà une approche dialectique de la notion de qui sont les acteurs de l'histoire. On raconte une histoire, 1905, et qui sont les acteurs de l'histoire? Maximum de détours d'un côté, c'est-à-dire c'est non seulement dans l'intervention et l'invention de certaines scènes, mais aussi dans la pratique absolument paroxystique du montage, c'est-à-dire sans arrêt, on quitte une chose et il y a un détour a lieu, et en même temps, maximum de choses ou de corps qui sont montrés sans détour, sans détour. D'un côté, une pratique de ce que Eisenstein appelait le typage, c'est-à-dire la recherche iconographique, c'est-à-dire en fait le casting, mais un casting extrêmement pensé iconographiquement, de physionomie clairement significative, et d'un autre côté, donc quelque chose de très iconographique d'un côté, quelque chose d'un autre côté de complètement documentaire, de façon presque stricte du terme. Le comble de ça, c'est le personnage de Constantin Feldman. Alors, ce qui est extraordinaire quand on voit le Potemkin, c'est qu'il n'y a pas de héros. Simplement, quand on le voit une fois, deux fois, trois fois, on s'aperçoit qu'il y a des gens très, très précis. Après, quand on regarde un peu les sources, on s'aperçoit que ces gens précis sont vraiment précis, c'est-à-dire qu'ils dénotent ou ils connotent ou ils, voilà, des personnages qui ont véritablement existé et qui ont contribué à l'histoire de la mutinerie du Potemkin. Il y a Matyutchenko, il y a Vakulinchuk, ça c'est le premier qu'on a vu, et puis il y a Constantin Feldman, c'est-à-dire un militant bolchevique d'Odessa qui va sur le bateau et qui essaye de donc convaincre les mutins que ce n'est pas seulement une mutinerie de marins, mais que ça doit être une révolution de tout le monde. Donc lui, c'est le militant communiste. Voilà. Constantin Feldman, en 1905, il avait une vingtaine d'années. En 1925, pour commémorer les événements, Eisenstein lui demande de jouer son propre rôle. Donc c'est un homme de 45 ans à peu près qui joue le rôle de lui-même. C'est Constantin Feldman lui-même qui joue son rôle, malgré l'écart des années écoulées. Il joue son rôle de militant révolutionnaire, il le joue extrêmement bien et extrêmement avec une virulence fantastique dans cette scène. Et Constantin Feldman, bien connu de tout le monde en Russie à ce moment-là, il avait publié un témoignage dont j'ai retrouvé la seule traduction qui existe, qui est en anglais. C'est un récit extrêmement circonstancié des événements d'Odessa, dont il fut donc l'un des meneurs. Le livre est paru en 1908, que je vous montre. Un autre exemple que je pourrais vous donner, qui est d'ordre... de quel ordre
S. C'est que Eisenstein, dans son choix d'acteur, il y a une particularité, c'est qu'il va faire figurer sa propre mère, Julia Eisenstein. On a vu il y a quelques années comment Pier Paolo Pasolini a voulu faire jouer sa propre mère dans les scènes inoubliables de lamentation de l'Évangile selon saint Matthieu. Là, c'est peut-être moins inoubliable parce que ça passe très vite. Julia Eisenstein va aussi jouer dans Octobre. Voilà la scène. Je précise que dans cette économie narrative, il n'y a aucun, a priori, aucun élément familial. C'est d'ailleurs une des critiques très dures de Eisenstein à l'égard du cinéma hollywoodien, c'est la critique du fait que pour Eisenstein, je ne sais plus dans quoi il dit ça, mais ne serait-ce que le titre, Au-delà des étoiles, ça veut dire au-delà des stars de cinéma, ça veut dire ça. Donc il dit, moi je n'emploie pas des stars de cinéma. Je ne sers pas la soupe à des stars qui vont d'un film à l'autre, comme John Wayne. Voilà. Donc, il y a un point de vue du cinéma russe qui est de dire on va faire un cinéma non familial. Et il est évident que dans Potemkin, vous allez difficilement trouver une famille caractérisée. Vous allez difficilement trouver une cellule avec papa, maman, la bonne et moi. Vous n'allez pas trouver ça. Vous allez trouver la lutte des classes. Donc les matelots contre les officiers. Et puis vous allez voir une sorte de devenir communautaire et révolutionnaire. D'ailleurs, cette scène est cruciale pour ça, de différentes catégories de la population qui se réunissent au-delà de la simple lutte des classes et qui sont représentées dans ce film. Il y a des prolétaires, il y a des tziganes, il y a des vieilles femmes pauvres, il y a des jeunes bundistes, cette organisation d'extrême gauche juive, il y a des communistes, il y a une institutrice, la fameuse, celle avec les petits lorgnons qui va mourir à la fin. Il y a des bourgeois qui meurent aussi sur l'escalier d'Odessa. Il y a tout ça. Il y a donc ce que j'appellerais un devenir communautaire et non familial. Un des motifs principaux de ce que je veux vous dire, si l'on se rend compte de la puissance extraordinaire de la présence des mères, les mères dans ce film, les mamans. Les mères en deuil dans la scène de lamentation, et les mères, il y en a au moins 2, saisies dans l'instant même où elles voient leur enfant mourir. Il y a la mère tzigane d'abord, mais on reparlera de tout ça, et il y a la mère bourgeoise habillée de noir dans la scène du massacre. Le film Le cuirassé Potemkin, 1925, raconte des événements survenus exactement 20 ans plus tôt. 20 ans plus tôt, Eisenstein avait 7 ans. Le poète de 7 ans, comme dit Rimbaud. Et lui, Eisenstein, se nomme lui-même dans ses mémoires le petit garçon de Riga. Et Eisenstein, il avait parfaitement en mémoire, non pas les événements d'Odessa. Ça, c'était Isaac Babel, son ami avec qui il travaillait sur le scénario, qui lui racontait ça. Mais il se souvenait très bien, comme tous les Russes, de ce que ces événements de 1905 avaient complètement bouleversé la vie de tout le monde. Et il le raconte dans ses mémoires. C'est aussi, je ne veux pas faire de la psychanalyse de premier étage, mais c'est exactement l'époque où ses parents divorcent. Très important dans la vie d'Eisenstein, bien sûr, comme il le raconte si bien dans ses mémoires. D'ailleurs, la première chose, si vous aviez un seul livre à lire, ça serait les mémoires. C'est magnifique, d'Eisenstein. Mais ce qui est très intéressant, c'est de savoir que justement, à cause de ces événements politiques de 1905,
La mère d'Eisenstein renonce cette année-là, en 1906, en fait, aux vacances traditionnelles dans la datcha. Donc, c'est là que sa mère, celle qu'on voit dans l'acte, l'emmène pour un voyage absolument décisif dans sa vie, un voyage à Paris. Le luxe, quoi, l'émerveillement pour un petit Russe de 7 ans. C'est là qu'il raconte avoir vu le premier film de sa vie. C'est là où il voit ce que c'est qu'une salle de cinéma, une projection de cinéma, des images de cinéma. Et le premier film de sa vie s'intitulait « Les 400 farces du diable », un film de Georges Méliès. Vous verrez que plus tard, je vais évoquer une hypothèse, tout à fait comme ça, qu'il aurait vu un autre film aussi. Un film de 1906 qu'on voyait à Paris à ce moment-là et qui racontait les événements d'Odessa de 1905. Mais je vous raconterai ça plus tard. C'est aussi à Paris que Eisenstein a commencé de se passionner pour tout un monde d'images révolutionnaires, parce que la révolution en 1905 en Russie, elle n'a pas gagné, c'est pas gagné. Tandis qu'en France, ça a eu lieu, disons. Il y a eu la Révolution française, il y a eu 1848, il y a eu la Commune, etc. Et donc, à partir toute une imagerie de la Révolution s'est mise en place, comme il le raconte lui-même, hein, là je suis juste ce qu'il dit dans ses mémoires. Une imagerie qui vient, par exemple, des Misérables de Victor Hugo, tout simplement. Si l'on relit ces chapitres absolument mais extraordinaires sur qu'est-ce que c'est qu'une barricade dans Les Misérables, c'est vraiment fantastique. En 1917, Eisenstein, si je vais très vite, je dirais, il est devenu rouge. Voilà. Plus que jamais, violemment opposé à son père, qui était blanc. Mais, pour cela, continuant à tenir avec sa mère une correspondance, un rapport extrêmement de confiance, de confidence. Il tient sa mère au courant de toutes ses activités révolutionnaires ou artistiques. Comme si dans le triangle familial, le père refusait tout et la mère comprenait tout. Hypothèse. Rendre hommage à cette complicité fondamentale avec sa mère en lui disant « Eh bien, viens jouer dans mon film, je ne vais rien changer de toi. » C'est-à-dire qu'en fait, Julia Eisenstein, elle n'est pas déguisée, elle est habillée comme elle devait être habillée. Elle n'est pas déguisée en révolutionnaire, elle est juste habillée en bourgeoise comme elle était. Donc il y a quelque chose, je dirais, il y a quelque chose d'un choix de documentariste dans le fait que dans la fraternisation des gens d'Odessa avec les marins du Potemkin, la première personne qui arrive, en fait, c'est une bourgeoise, et c'est sa mère. Alors, bon, il y a plein de façons d'analyser cette scène. Je vous rappelle que Eisenstein lui-même a analysé cette scène, la scène dite des yoles. Les yoles, c'est le nom de ces petits bateaux traditionnels à voile. Il a analysé cette scène en termes de composition plastique, en termes de rythme, en termes de masse, bien sûr. Mais ce que je vous montre là, c'est des plans que, en général, on a tous oubliés, parce que dramatiquement, c'est relativement peu... ça ne fait pas changer le film complètement. Donc, ce sont des plans très discrets, brefs, extrêmement brefs. Vous avez vu, hein, c'est très, très bref, quelques secondes à peine. Mais en même temps, je suis en train d'anticiper sur une idée que aller aux masses, parler des masses, parler du peuple, parler d'une révolution, c'était aussi, pour Eisenstein, dans son mode de récit, hein, et aussi dans sa conception, je dirais, métapsychologique des choses, revenir aux mères, les mères.
Elle porte dans ses bras un oiseau aussi grand qu'elle. C'est une oie qui bat des ailes. Visuellement, je dirais, c'est une sorte de Léda, mais au lieu d'être nue, elle est en costume de ville. Pourquoi je fais cette association mythologique et léonardesque? Parce que, je vous en reparlerai une autre fois, mais rôle crucial dans sa vie. Pour lui, ça a été, il y a un avant et un après dans sa vie, du jour où il a lu le livre de Freud sur Léonard de Vinci. Il s'est totalement reconnu dans tout ce que raconte Freud sur Léonard de Vinci. Il a lu avec passion ce livre dans un tramway. Et il était tellement absorbé qu'il a renversé une bouteille de lait sur son pantalon. C'est lui qui raconte ça. Hein. Dans un plan encore plus bref, alors, loi. Ensuite, le pain, si j'ai bien compris que c'est du pain, et la procession des cadeaux. Alors, des animaux vivants, des petits cochons, des canards dans des cages, voilà, encore une oie. Les gens fraternisent, c'est-à-dire les marins et les gens d'Odessa, des pommes, et elle revient, elle est toujours là. Et cette fois-ci, elle offre un petit cochon vivant. Voilà. Elle offre de la nourriture. Bon, alors, mère nourricière, disons. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que du point de vue de l'histoire, c'est une bourgeoise qui est passée du côté des révolutionnaires. Ça, c'est très important. D'ailleurs, si vous vous souvenez du début des Minima Moralia de Adorno, Adorno dit « le plus difficile, c'est d'être un traître à sa classe », c'est-à-dire d'être, par exemple, un bourgeois qui devient révolutionnaire. Et il donne comme exemple Marcel Proust, ce qui est très joli. Bon. On comprend alors peut-être pourquoi ou en quoi ces plans très brefs du Potemkin, peu dramatiques, souvent oubliés, portent en eux une dialectique fondamentale que je ne vais pas cesser de préciser dans les 1 an et demi, je ne sais pas exactement, qui viennent. C'est-à-dire que cela fait signe, d'un côté, vers quelque chose comme ce que j'appellerais un temps de la régression, mais ce n'est pas moi qui dis régression, c'est vraiment Eisenstein qui, des années plus tard, hein, pas du tout à cette époque, mais dans les années 40, il va revendiquer, même dès 1935 par exemple, il revendique ce que par ailleurs Pierre Fédida a magnifiquement développé, hein, sur la notion, sur l'intérêt, sur la nécessité de la régression. Les plans brefs font signe vers un tout autre temps, tout autre, qui est le temps du montage et le temps du soulèvement, et non pas de la régression, le temps du soulèvement général, lorsque les mères elles-mêmes comprennent que le monde doit absolument changer pour que leurs enfants puissent vivre un jour dignement, et que les mères deviennent des personnages révolutionnaires à part entière. C'est la teneur révolutionnaire du montage. On pourrait opposer à la teneur matricielle du cadrage, du cadre, qui va prendre en charge, dans le Potemkin, cette métamorphose des mères en deuil. C'est ça que Barthes a refusé de voir. Que ce qui compte, ce n'est pas que ces mères, elles pleurent devant le mort, c'est que ces mères pleurant devant le mort deviennent des passionnariats. Eh bien, dans cette construction, on peut dire que Eisenstein se donne et nous donne des armes pour voir dans chaque visage de figurant les traces organiques, physiques, charnelles d'un certain état d'âme. Plus encore d'un état d'âme, en passant d'un figurant à l'autre, on passe d'une histoire personnelle à une autre, malgré tout. Une histoire chargée d'expériences. Elle est à la fois individuelle et impersonnelle, ou elle est personnelle et elle est au-delà de
Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il suffit de voir ces vieilles femmes avec des voiles noirs pour comprendre qu'elles vont souvent à l'église, par exemple. On comprend ça tout de suite. Et que dans chaque visage, on a affaire à l'appartenance de quelqu'un à l'histoire des hommes, en général, de toute une population, à un moment précis, à un moment où l'histoire connaît un point de rupture. C'est ça qu'il veut raconter, c'est les points de rupture. La représentation du soulèvement de 1905, cette représentation donc pathétique par Eisenstein, a soulevé et soulève beaucoup de questions, à commencer par celle-ci. C'est un soulèvement spontané. C'est-à-dire c'est un soulèvement émotif. Est-ce que finalement, le caractère spontané de ce soulèvement est le signe de sa puissance ou bien de son impuissance? Là, le cuirassé Potemkin, en 1925, avec ce film, Eisenstein prend un risque énorme. Je crois qu'on n'imagine pas le risque qu'il prend. À laisser cette question comme ça, à ce que cette question même puisse émerger. Il prend un risque théorique qu'il ne prendra pas du tout dans Octobre. Dans Octobre, tout est organisé militairement, voilà, et puis on gagne. Tandis que là, c'est pas vraiment organisé. On part d'une question de bouffe, de borsch. Donc c'est tout à fait... Voilà, il y a quelque chose de spontané. Pourquoi c'est sur la mutinerie du navire survenu à Odessa qu'il décide de porter son choix? Pourquoi pas les soviets de Pétersbourg, par exemple parce qu'historiquement, c'est compliqué. La mutinerie du bateau n'a rien à voir, historiquement et politiquement, au départ, avec les mouvements de grève qui avaient lieu à Odessa. C'était deux phénomènes concomitants, mais non liés. Et justement, des gens comme Constantin Feldman étaient des gens qui essayaient justement de faire le lien. Et cette scène de fraternisation est tellement importante parce que justement, elle fait le lien. Troisièmement, s'il construit le lien entre deux phénomènes politiques qui n'étaient pas liés au départ, la mutinerie et les grèves d'Odessa, s'il fait le lien, il le fait sur la base d'une charnière qui est complètement émotive. C'est l'émotion qui fait que les gens fraternisent. Pourquoi tout à coup les bourgeois deviennent révolutionnaires? Pourquoi cette bourgeoise, elle s'encombre du noix pour aller donner à des marins qu'elle ne connaît pas? Voilà, donc il y a une charnière émotive, et la grande charnière émotive, bien sûr, c'est la scène de lamentation. C'est la charnière émotive principale par laquelle les marins du cuirassé et les habitants d'Odessa vont véritablement s'unir, fraterniser dans le même pathos d'accablement, d'indignation, de colère et de soulèvement. Car il s'agit de raconter une histoire politique. Donc, comme j'ai cité tout à l'heure la non-indifférente nature, il renonce à l'intrigue politicienne. Notamment dans l'intrigue politicienne, un élément fondamental a été les négociations, je vous l'avais dit déjà, je crois, les négociations entre les marins et la mairie d'Odessa. Il y avait la mairie d'Odessa, les autorités, les marins et la population d'Odessa. Donc il y a toute une tractation qui a eu lieu, notamment pour pouvoir donner au marin Vakulinchuk un
une sépulture. Il s'en fiche de ça. Il raconte pas du tout cette histoire qui est au centre, en fait, des récits historiques. Donc, il y a un choix évident, hein. Il préfère filmer un chignon plutôt que de filmer une tractation politique. Une dizaine d'années plus tard, c'est-à-dire après 1935, vers les années 45, vers la fin de sa vie, il y a dans ses notes pour une histoire générale du cinéma, où Eisenstein reconnaît qu'il est passé, dans son rapport à l'histoire politique, voilà comme il dit, « Je suis passé de l'exposition descriptive des symptômes des phénomènes. » Donc déjà, il ne décrit pas ce qui se passe à Odessa, il décrit les symptômes des phénomènes, pas les phénomènes. Je suis passé de là au fondement humain et émotionnel de la révolution. Par exemple, dans la figure absolument cruciale, hein, de cette femme tzigane. C'est quand même extraordinaire de déléguer à un lumpenprolétariat la figure de la révolution. C'est très fort. C'est très fort quand on a comme commanditaire Staline. Hein. De là, continue Eisenstein dans ses notes, est apparu Potemkin, caractérisé, c'est magnifique, et là aussi j'aimerais beaucoup les mots russes, caractérisé par sa spontanéité, son soulèvement, sa révolte, et non par l'édification de la révolution planifiée par le parti. Et quelques lignes plus loin, il dit « L'intention du Potemkin, c'est comment s'est passé le soulèvement. » C'est souligné. C'est un mot magnifique en français, hein, soulèvement. Je ne sais pas comment il le dit en russe. Comment s'est passé le soulèvement concret de 1905, mais le résultat a été, c'est-à-dire dans son film, une généralisation dans l'emphase révolutionnaire, l'emphase, c'est-à-dire un phénomène esthétique. Et là, Eisenstein, il est à la fin de sa vie, et c'est un texte qui n'a pas été, c'est un texte qui n'était pas censé être publié. Donc il est beaucoup plus libre. Donc Eisenstein, dans ce texte non soumis à censure, nous dit son intérêt fondamental, aussi bien esthétique que politique, pour la spontanéité du soulèvement de 1905. Mais ça pose un gros problème. Une révolution peut-elle être vraiment spontanée ?